Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va à peu près. J'ai reçu la nouvelle imprimante 3D que j'ai eue par échange de la première. Donc, lorsque je l'ai reçue, bien sûr, j'avais d'autres problèmes sur la nouvelle imprimante. Déjà, le chariot, je ne pouvais pas le déplacer, il était bloqué en fait. Il a fallu que je détende la courroie pour pouvoir déplacer le plateau parce que ça avait été monté un peu n'importe comment. Ensuite, j'avais un autre souci, j'ai dû commander le capteur de nivellement que vous avez ici, là. Où vous voyez du bleu dans le trou, c'est le capteur de nivellement qui se trouve là. Donc il a fallu attendre un mois. Maintenant, j'ai des gros soucis d'impression 3D, parce que vous voyez ce que ça me fait quand j'essaie de lancer des impressions. En fait, le plastique, malgré que ça chauffe, hein, j'ai essayé plusieurs réglages, hein, de mettre le chauffage au maximum, de le mettre à la moitié, rien n'y fait. Et ça me donne ça en fait, vous voyez. J'ai que des échecs sur des échecs. J'ai essayé du jaune, ça me donne ça. Et pourtant c'est du plastique qui est vraiment adapté à cette imprimante là. Là j'essaye de lancer une autre impression 3D. Je sais pas ce que ça va donner parce que ça arrête pas d'échouer. Franchement, si j'avais su, jamais j'aurais acheté cette imprimante Annette T4 parce que franchement, que de soucis en soucis. J'en viens parce que j'ai vu qu'il y avait des marques à me demander si c'est pas des imprimantes qui ont eu un souci, qui sont revenus retour à l'expéditeur, quoi. Peut-être une pièce a été changée sans tester et renvoyée au futur client. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais je pense que oui. Alors franchement là, je suis dégoûté d'avoir acheté cette imprimante. À chaque fois que j'ai résolu un problème, il y en a toujours un autre derrière. Alors j'ai aussi fait l'essai directement sur la plaque de verre sans le support en plastique que vous voyez ici de couleur noire, et ça fait exactement pareil. Donc ça commence et puis après ça se décolle et puis ça part dans tous les sens. C'est pourtant du plastique qui est fait exprès pour cette imprimante. Je l'ai acheté en même temps que j'ai acheté cette imprimante sur un site internet, je nommerai pas le nom. Alors ça c'est les débuts d'impression, ce qui est normal. Mais ce qui est pas normal, c'est que ça tienne pas, que j'arrive pas à faire mes impressions 3D. Quand on a ça, je me dis que j'ai bouffé du plastique pour que dalle, quoi, en fait, hein. Alors voici le capteur de nivellement. C'est ni plus ni moins qu'un laser qui vient mesurer la distance entre le capteur et la plaque ici, pour savoir où en est la mécanique en fait. Voilà, en mettant le chauffage au maximum pour la buse à 250 degrés et 100 degrés pour le plateau, pour l'instant cette impression 3D a l'air de bien se passer. On arrive sur la fin. Et on est à combien? J'arrive pas à lire, 97%. Donc en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est un couloir de billes qu'on a sur les flippers Gottlieb. Donc voici ce que l'impression 3D m'a donné. Donc vous voyez, on voit pratiquement à travers. Donc ça, c'est ni plus ni moins à refaire, hein. C'est inutilisable. Et puis voici le... Vous voyez, c'est super beau, hein. Je peux pas mettre ça sur un flipper, hein. L'impression est nulle. Nulle de chez nul. C'est pas droit du tout. C'est bâclé, quoi. Et puis ça tient pas beaucoup. Il n'y a pas assez de lignes de plastique. Enfin ouais, voilà. C'est une impression pour rien. Nous allons voir l'alimentation de 24 volts, ce qu'il y a dedans. Donc après c'est facile, il y a une vis là à enlever. On en a, il y en a même pas d'autres.
une là à enlever. Celle-là, on la laisse, hein, parce que c'est ce qui tient le dissipateur ici. Donc, je vais enlever les vis et je vous dis à tout de suite. Donc, uniquement 2 vis enlevées, une ici et une là qui tient là. Vous voyez. Donc, ensuite, là, c'est l'alimentation Power Supply, modèle P240 W24V. Donc, c'est 24 volts en 240 watts. On a 10 ampères maximum en 24 volts. On n'aura pas les 10 ampères qu'on pourra tirer dessus. L'alimentation pètera avant. Donc je la retourne pour qu'on voie mieux. Voilà. Donc ici, on a la partie primaire, le 220 volts qui arrive. Le filtrage. Protection par PTC et par infusible. Ensuite, on a le pont de diode ici en redressement double alternance. Donc on va avoir une tension plus VCC et moins VCC normalement. Ensuite, ici, on a le lissage de la tension. Ici, on a les transistors à découpage. Alors, à mon avis, c'est plutôt des MOSFET qu'ils ont utilisés. Là, on a le circuit découpeur qui gère l'alimentation. Donc, c'est un KA7500BD en version DIP. Ici, on a le transformateur de puissance. Ensuite, ici, là, vous voyez, il y a des doubles diodes en boîtier TO3P. Donc, c'est pour avoir beaucoup de courant en sortie, on va dire. Donc là, on redresse pareil. Ensuite, on a un filtrage avec un bon filtrage avec une sacrée bobine. Et ensuite, on a les condensateurs ici de lissage sur le 24 volts. Donc c'est 24 volts DC. On a un petit réglage qu'on peut faire ici avec le potentiomètre pour ajuster vraiment précisément le plus 24 volts en sortie. Alors voici donc le schéma de l'alimentation que j'ai fait à la main. Donc on arrive ici avec le 220 volts. On a une thermistance. Donc la thermistance, c'est celle-ci. Le fusible, il est là. C'est un 8 ampères. Alors c'est un fusible rapide qu'ils ont mis, de 8 ampères 250 volts. ZNR, c'est une résistance de 820 kΩ en 1,5 watt. CX1 et CX2, ce sont deux condensateurs de filtrage. Là, on a une double self de filtrage. C'est ce qui correspond aux deux condensateurs qu'on a ici et la self ici. Ensuite, on a un redressement en double alternance, ce qui nous permet de faire un plus VCC et un moins VCC. Donc, on est aux alentours de plus 155, 160 volts et moins 160 volts, on va dire, aux bandes des condensateurs. Là, il y a une faute énorme. Il y a une faute énorme. J'ai rectifié ma faute, c'est au niveau de la masse. Donc ça, c'est la masse primaire, ne pas confondre avec la masse secondaire qu'on a ici. Donc ensuite, une fois qu'on a le redressement plus le lissage qui est fait avec les condensateurs, on obtient un plus 160 volts et un moins 160 volts. Dans la vidéo, à certains endroits, vous allez voir que j'ai mis source S et D pour drain. Et en fin de compte, c'est collecteur à la place du drain et l'émetteur à la place de source. Une petite erreur lorsque j'ai fait le schéma. Q1 et Q2, ce sont deux transistors de type MJ13009 TO3P. On a le plus 160 volts qui arrive sur le collecteur du transistor. Lorsque le transistor est commandé, on repasse par l'émetteur, enfin on ressort par l'émetteur et on arrive dans le bobinage. Ici, c'est pareil. On a le moins 160 volts qui arrive par l'émetteur du transistor. Ensuite, on ressort par le collecteur et on arrive également ici. Donc quand lui il va être ouvert, lui il va être bloqué. Et lorsque lui va être considéré comme bloqué, c'est lui qui va être ouvert.
Alors, lorsqu'il est ouvert, c'est parce que il conduit, donc le plus passe par le collecteur et ressort par l'émetteur. Lui, c'est le contraire. Lorsqu'il est passant, le moins 160 volts passe par l'émetteur, ressort par le collecteur et arrive à cet endroit-là. Donc, quand l'un est bloqué, l'autre est ouvert. On peut les comparer à un interrupteur, forcément. Lorsqu'il y en a un qui est fermé, donc le contact se fait entre collecteur et émetteur, et ben l'autre, son interrupteur est ouvert. Donc, il n'y a pas de contact entre émetteur et collecteur. À l'inverse, lorsque celui-ci est ouvert, il n'y a aucun contact entre le collecteur et l'émetteur. Par contre, lui, il sera fermé, donc il y aura un contact entre l'émetteur et le collecteur. Donc, cette alimentation à découpage est un peu particulière parce que d'habitude, on utilise uniquement un transformateur de puissance, un transformateur à découpage, avec le découpage des MOSFET qui permet d'obtenir une tension en sortie du transformateur. Là, ici, on utilise un deuxième petit transformateur. Et avec les enroulements, on va venir fournir un petit courant suffisant. Là, c'est pin 2 va sur la source de Q1. Pin 1, c'est le point milieu qui retourne sur une diode de redressement. Pin 4, elle repart sur un autre transformateur. Donc ça, c'est le transformateur de puissance. Pour finir après à la masse. Masse primaire. Ensuite, sur le même petit transfo, on a encore un autre bobinage du même côté que la partie primaire, en borne 3 et en borne 5, enfin pin 3, pin 5, qui viennent, lui, fournir un petit courant pour alimenter la base du transistor Q2. Donc c'est ce petit bobinage qu'on a ici. Alors ce petit transformateur, c'est celui-ci, celui qui est là. Vous voyez, il est plus petit que le grand transformateur de puissance. Là, ici, on a le transformateur de puissance. Alors, un condensateur, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on est sur du continu, par exemple, si c'était ici une tension continue, je ne pourrais pas traverser mon condensateur. Si ici, j'obtiens un signal comme ça, voilà quoi, et ben mon condensateur, lui, il devient un interrupteur fermé. Du coup, lorsque je passe par le bobinage, je ressors de l'autre côté, je retourne directement au GND primaire. Ensuite, on a un deuxième petit bobinage qui se trouve du côté primaire, mais on pourrait dire que c'est du côté secondaire parce que c'est un petit bobinage qui est fait à part du primaire. Donc on a un redressement avec deux diodes. Donc c'est de la FR107, il me semble. J'ai pas mis les références parce qu'on les voit pas exactement. Elles sont sous le transformateur de puissance ici, qui viennent fournir une tension pour alimenter la pin 12. Donc pour alimenter notre circuit intégré, le KA7500BD. C'est ce circuit-là. Donc ça, c'est le circuit de gestion de l'alimentation à découpage, en fait. C'est lui qui va servir pour faire le rapport entre le primaire et le secondaire pour avoir toujours la même tension en sortie. Donc en sortie, sur cette alimentation, c'est du plus 24 volts. Ils mettent 10 ampères pour le 24 volts, mais on ne pourra jamais tirer dessus 10 ampères. Parce que sinon, l'alimentation claquera avant ou se mettra en sécurité. C'est 10 ampères max, on va dire qu'on est plutôt aux alentours de 7-8 ampères quoi, en tirant bien dessus, quoi. Donc ça, c'est les diodes de redressement qu'on a sur la partie secondaire. Donc le secondaire ici. On a un point milieu. Donc le point milieu, lui, ça devient la masse secondaire. Donc le GND. Vous voyez, c'est pas le même symbole. Donc on redresse avec des diodes, comment qu'on dit, dans un boîtier, en fait, ils sont placés ici. Dans un boîtier, on a deux diodes qui sont dedans. Donc c'est un boîtier double diode. Voilà, double diode de redressement.
Et le point milieu, ce sont les cathodes. Les cathodes sont ensemble et on sort ici. On a ce bobinage-là qui est filtré par la diode D9, donc il y en a 2 dedans, et ce bobinage-là qui est filtré par D8. Enfin, c'est pas filtré, c'est plutôt redressé. Et ensuite, là, on a une self. Alors, c'est la grosse self de puissance que vous voyez ici. Elle sert à supprimer certaines fréquences, donc notamment la fréquence du 50 Hz qu'on a ici sur le secteur EDF. Cette self, elle sert à le supprimer pour avoir bien une composante bien continue ici sans avoir d'autres fréquences qui viennent s'ajouter dessus. La 680 ohms de watts que vous voyez ici, c'est une résistance de charge. Alors, elle se trouve juste ici. Celle-là, pour la griller, il faut y aller. Elle est bien surdimensionnée. Ils ont mis une 2 watts. Hein. Donc, c'est pour tirer un petit courant, même lorsque je n'ai rien de branché sur mon 24 volts. Donc, c'est très bien de mettre ça. On retrouve cette résistance de charge dans les alimentations de PC, sur le plus 12 volts et le plus 5 volts généralement. On peut l'avoir sur certaines, sur le 3,3 volts aussi, mais pas toutes. Elles l'ont pas toutes. Ensuite, on a 4 même, j'ai mis 3, c'est 4. 4 condensateurs de lissage 1000 microfarads 35 volts. Alors, si je mettais pas ce condensateur-là, j'aurais plein de fréquences un peu n'importe comment, au lieu d'avoir une droite continue, plus 24 volts. Donc, ça me permet de lisser la tension, en fait. Ensuite, j'ai une petite résistance de 2,7 kΩ et une diode ici. Enfin, c'est une LED, diode électroluminescence. Le GND du secondaire. Donc, la cathode, elle est reliée au GND. Et l'anode est reliée à la résistance. Donc, lorsque je vais avoir mon plus 24 volts, ma LED va s'allumer. Alors, ça peut être trompeur parce que si, par exemple, mon alimentation est en panne, on peut dire le KA7500, il y a une panne, admettons, et au lieu d'avoir 24 volts, je vais avoir plus que 15 volts, on dit. 15 ou 12 volts même. Et ben ma LED va s'allumer quand même, malgré que ma tension sera pas bonne. C'est pour ça que des fois on demande aux personnes qui ont un souci de mesurer la tension pour savoir précisément combien on a. C'est pas parce que la LED s'allume que la tension est bonne. Alors ça, c'est pour la partie secondaire de l'alimentation. Donc ça c'est une toute petite partie de l'alimentation. Ça correspond uniquement à cette partie-là, quoi. Tout le primaire, c'est du 220 jusqu'ici. C'est tout ça, quoi, en fait. Hein. Sur ce transformateur-là, vous voyez aussi, j'ai mis un B et un A. Alors B et A. Ici, sur le collecteur de Q3, vous avez A qui revient ici. Donc ce point-là, il est relié ici. Et sur le collecteur pareil de Q4, vous avez le point B. Donc ici, on a 2 diodes de Zener AN4752. Ce sont des diodes Zener de 33 volts en 1 watt. Donc on n'aura jamais plus de 33 volts entre le collecteur et l'émetteur des transistors, Q3 et Q4. Ici, c'est 2 diodes AN4148, donc 2 diodes de commutation qui sont en série, qui sont reliées au GND. Donc, ce K7500 fournit 2 commandes, et ces commandes arrivent après pour commander ensuite la gâche des 2 MOSFET. D'où ces 2 commandes différentes. On a un petit ajustable ici de 1 kΩ. Alors lui, en fait, il permet de sélectionner plus ou moins la tension qu'on aura en sortie ici. Donc on peut, en tournant l'ajustable, arriver à par exemple 24,3 volts ou 23,2 volts. Ça sert vraiment à ajuster la tension finale vraiment précisément pour avoir 24 volts. Donc en général, je vous déconseille de le tourner. Laissez-le comme il est. Même si vous avez une panne sur l'alimentation, ne tournez pas cet ajustable.
Ça m'est déjà arrivé sur une alimentation qui était en panne de régulation justement entre le primaire et le secondaire. Donc ça, c'était au début quand j'ai commencé dans l'électronique. Ça m'était arrivé de tourner l'ajustable et de faire péter l'alimentation. Donc évitez de le tourner. C'est un petit conseil. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, vous voyez, il y a deux traits qui sont coupés. C'est juste pour dire que la piste qui vient de la pin 3 du K7500, elle continue, elle descend, elle traverse la piste que j'ai ici. Donc elle va, c'est comme si j'avais un petit pont au-dessus de la piste pour aller après ici sur ma 1 kΩ. Donc j'ai mis les valeurs des composants. Il n'y a que C8 que j'ai pas mis. C8, c'est du 4,7 microfarad. Si je dis pas de bêtises, je vérifie. Ouais, c'est bien ça. C'est du 4,7 microfarad en 50 volts. Donc je vais le décrire tout de suite. C'est une petite erreur de ma part, un oubli. Hein. Ça peut arriver. L'erreur est humaine. Ça sert à la régulation. Mon 24 volts que j'ai en sortie, il arrive ici. Il passe par un réseau de résistance. Et suivant comment est réglé mon ajustable, j'obtiens une tension ici. C'est pour ça que je vous disais qu'en le tournant, on peut ajuster la tension vraiment précisément. Donc le K7500 BD, il ressemble un petit peu au fonctionnement du TL494, qui est un classique dans les alimentations à découpage d'amplis sono voiture. Dans les gros amplis de voitures de sono, on a des TL494 qui gèrent l'alimentation à découpage. Et c'est pareil, on a deux sorties, donc on peut commander deux groupes de MOSFET différents. Donc voilà. Quoi vous dire de plus, je ne sais pas. Je vous fais voir, là j'ai bien mis la valeur des diodes d'endressement, ici les doubles diodes, MBR 200 PT. Donc ça correspond à peu près à 2 fois 10 ampères maximum, bien sûr, en 200 volts. Donc on va dire qu'on est à 5 ampères et 5 ampères pour faire 10 ampères en 24 volts. Mais on n'aura jamais les 10. Hein. Je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même. Alors c'est un 8,2 nanofarad 400 volts. Donc C1, il est où? Si vous le trouvez avant moi, vous le dites. Il est ici. Alors, ça se peut qu'il soit coupé. Et s'il est coupé, je ne vais plus avoir de tension en secondaire de l'alimentation. Donc à vérifier. Dans beaucoup d'appareils, on va dire, des bas de gamme, on n'utilise pas de transformateur, on utilise une résistance de, par exemple, 1 mégaohm en parallèle d'un condensateur, justement MKP du même même classe. Donc le MKP, c'est du comme ça. Pour faire baisser la tension, on met une diode Zener ensuite après le condensateur pour fixer par exemple à 12 volts pour alimenter un appareil. Le pont de diode, c'est un KBJ 406. Donc ce pont de diode, il tient 6 ampères en... Alors je crois que c'est 400 volts, d'où sa référence. Ici, on a des résistances de charge, pareil, 750 kΩ en 1 watt. Une autre chose ici, je me suis trompé, il n'y a pas de virgule, c'est un 47 microfarad 50 volts. Donc c'est pour ça que je le dis pour bien le préciser. Ici, c'est du 150 ohms 1 watt, des deux résistances en série. Donc entre le point de C5 et le point sur C1, on est à 300 ohms. Voilà. Alors cette alimentation est plutôt bien conçue, je trouve. Hormis le fusible, j'aime pas le fusible rapide de 8 ampères. C'est petit souci. Les condensateurs, ils sont de couleur vert comme vous voyez, mais c'est des condensateurs on va dire, qui valent un petit peu de pépette, hein, qui coûtent cher. Ce sont des très bons condensateurs. Donc normalement, ils vont tenir.
On a mis ici des condensateurs 105 degrés. Vous voyez, je fais un petit zoom. Hop, là, on voit, voilà, 105 degrés. Quand on remplace les condensateurs, même ici, remettez des 105 degrés, pas des 85. J'ai déjà vu ça sur des appareils, des alimentations à découpage que j'avais à réparer. Et la personne d'avant avait mis des 85 degrés à la place. Et du coup, ils tiennent pas longtemps. Donc pour en revenir à cette alimentation, elle est plutôt bien conçue. Ici, on est bien isolé. On a un très bon rapport de refroidissement thermique. Pareil ici pour les doubles diodes. Alors ça, le condensateur plus les résistances ici. On retrouve ça sur le schéma. Ce sont des deux résistances ici, plus le condensateur C1. Et on a un petit condensateur ici qui se cache. C'est le condensateur C5. Donc c'est du 2,2 nanofarad, 1 kV en céramique bleue. Il peut arriver que ce condensateur-là, il y ait un petit trou dedans, il est HS, il a changé. Donc ensuite, là, on a un filtre avec la self. Ouais, c'est une très bonne alimentation. Ce modèle, je ne l'ai pas mis sur le schéma, mais on peut le passer en 120 volts, en 110 volts, excusez-moi, en 110 volts et brancher en 110 volts. Si jamais vous poussez ce petit interrupteur, vous le mettez sur 110 volts et que vous envoyez du 120, vous allez cramer les condensateurs, là, cramer sûrement le pont de diode, le fusible obligé, la NTC, voire même les MOSFET que vous avez à découpage. Donc, ne touchez pas cet interrupteur-là si vous n'avez pas besoin d'y toucher. En Angleterre, par contre, il faudra le passer sur 110 volts pour alimenter notre alimentation. Donc voilà, c'était pour vous faire voir un peu ce que c'était devenu. Donc au final, c'est du temps, de l'électricité, du filament perdu pour rien, parce que c'est une imprimante qui fonctionne pas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, je sais pas si elle vous a plu, mais au moins ça permet de voir qu'est-ce qu'on peut acheter comme genre d'imprimante. Hein. Ça permet de voir qu'il vaut mieux éviter celle-ci. Je leur fais pas de pub parce que franchement la deuxième aurait dû bien fonctionner. Elle n'a pas fonctionné du tout dès le début. Malgré le changement du capteur de nivellement, ça a résolu ce problème, mais il y avait encore d'autres soucis, donc ça c'est pas normal. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et bon confinement à tous. Hein. Allez, soyez sages. Bye bye, bye bye. Bye bye une fois.